Finta. Hiver 1884, 6 heures du matin, après 38 jours de traversée de l'Atlantique, 162 Aveyronais descendent du train de nuit en gare de Pigüé, à 600 km de Buenos Aires. Fuyant la misère du pays, ils se sont embarqués dans une folle aventure sans retour, emportant sous leurs bras les affaires d'une vie et tous leurs espoirs pour une vie meilleure. C'est ce bout d'histoire de l'Aveyron que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans un documentaire sonore inédit de Finta, en 3 épisodes. Parler d'un... Oui, de Jeannette Agar. Ah, mais c'est là que je suis mariée. Et photographe. Oh, tout le monde me connaît. Et alors, tu leur dis que je suis âgée, mais que je me porte bien. Et que je n'oublie pas Pigüé. J'y passe toujours. Les grands-parents de Jeanne Agar n'ont pas fait partie des pionniers, mais sont arrivés à Pigüé dans la foulée, c'était en 1886. Son grand-père, Henri Calmels, était originaire de Salmièche. Son épouse, Marie Routaboul, du monastère. Jeanne Agar est née à Pigüé en 1927. Elle y a vécu jusqu'à ses 12 ans, avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne percuter sa vie et en changer à tout jamais sa trajectoire. C'est une femme au destin incroyable, à la force et au courage admirable que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était au printemps dernier, 2 mois avant son décès. Elle avait 96 ans. Et c'est aux côtés de sa fille, Anne Charbonnier, et de l'historien ruthénois Jean-Philippe Savignoni que j'ai pu enregistrer la si jolie voix de Jeanne Agar, ou Juanita Monguia, son nom de jeune fille, c'est selon. À travers sa vie, que nous allons parcourir tous les 4, se dessinent les 1001 trajectoires qui ont fait la grande histoire de Pigüé, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je ne suis pas française. Je suis née en Amérique du Sud, à Pigüé. Pigüé, c'est une colonie de Français. Et alors, cette colonie de Français, elle a été là-bas parce qu'on leur disait qu'il y avait des grands espaces de tout et qu'ils pouvaient faire beaucoup de blé et tout ça, et que personne ne le travaillait. Alors, ils sont partis là-bas. Des paysans, beaucoup de paysans. Et des paysans qui conduisaient des tracteurs. Et alors, vous sentez française ou argentine? Moi, je suis toujours argentine. Non, je suis française par le mariage. Anne Charbonnier, la fille de Jeanne Agar. Voilà, c'est une histoire compliquée pour moi, cette histoire, parce que quand j'étais jeune, on me disait toujours que je n'étais pas une petite fille comme tout le monde, que j'avais une histoire particulière, et ça, j'aimais pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé, puis mes parents ne prenaient pas le temps de nous expliquer, parce qu'ils étaient très pris par leur travail. Donc, c'était compliqué, donc c'est resté compliqué, vous voyez, très longtemps. Alors, maman range ses archives très mal, donc elle en avait un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas. Non, et c'est encore le cas, parce que je n'ai pas eu le temps de trop faire, mais je m'y suis intéressée un peu plus, et effectivement, j'ai ressorti plein de documents intéressants que je vous ai fournis au fur et à mesure, que j'ai scannés. Et donc, l'histoire, le puzzle s'est mis en place pour moi, finalement, au moment où M. Savignoni a bien voulu s'intéresser à cette histoire. Jean-Philippe Savignoni est guide conférencier et conteur du patrimoine au sein de Rodez Aglo. Il a consacré un film à Jeanne Agar en coproduction avec Julien Bresson et Jonathan Bayeul de Fiesco Productions. Le film a été diffusé en 2019 par Rodez Aglo. Et là, on se disait, bon, alors, qui c'est qu'on a exactement? On a une photographe de Rodez qui, pendant 40 ans, était à Rodez et qui a photographié donc des Ruthénois, des Aveyronnais. Son mari était reporter, a photographié les événements. Ça, déjà, c'était intéressant. Mais voilà-t-il pas qu'en plus, elle était née à Pigüé et qu'elle pouvait nous raconter cette histoire puisque ses grands-parents étaient partis. Donc là, on avait un témoin direct. Et donc, on s'est dit, c'est extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire que ça peut sortir même un peu de notre vision ruthéno-ruthénois. Et donc, on est allé jusqu'en Argentine. Et là,
c'est devenu un film à part entière. Et on s'est retrouvés embrigadés pour une semaine là-bas, à courir dans les endroits où Jeanne était passée, à retrouver les membres de la famille. On cherchait Jeanne partout dans les petites rues de son collège, de là où elle était passée, de sa maison. C'est devenu une école de danse, on y est allé le soir, il y avait de la lumière, ça sentait encore le jasmin dans le jardin, comme elle nous avait raconté. C'était incroyable. Et comme moi, mon métier, c'est de courir derrière les souvenirs et de faire revenir les fantômes à la surface ou de parler aux vivants ou aux morts. Des fois, je ne sais plus qui est vivant et qui est mort. C'était incroyable. Je voyais des gens qui chantaient des vieilles chansons d'Aubrac, et je trouvais qu'il y avait là un dernier feu, les dernières braises d'Aveyronais, peut-être plus Aveyronais là-bas qu'en Aveyron. Parce que quand on est parti d'un endroit, on ne part pas finalement, on s'absente. Et donc ils avaient gardé un petit feu sur lequel ils soufflaient encore. J'ai à pleurer. Il était d'où, Henri Calmels? Henri Calmels, il était de la campagne ici. Et pourquoi il est parti alors, Henri Calmels? Il est parti là-bas parce que justement, on lui disait qu'il ferait fortune parce qu'il avait l'habitude de travailler les champs. Oh, quand il a vu toutes ces terres. Et alors ils ont fait la publicité dans les bars, partout, où ils savaient qu'il y avait beaucoup de paysans. Et alors donc, il y avait publicité tout. Je vous accompagnerai parce que les paysans ici, partir si loin, ne vous en faites pas, je vous accompagnerai. Je vous accompagnerai, vous parlez de Clément Cabanette là? Oui. Qui les a accompagnés. Et Clément Cabanette, lui, il y était venu à Pioué, il était venu partout pour justement faire de la publicité pour aller là-bas. Alors pareil, il leur a dit il y a des grattes de terre, des grattes machins qu'à perte de vue, c'est de l'herbe. Il faut le travailler, ça. Et alors ils sont partis. Alors ils ont fait le village. Après ça s'est agrandi, bien entendu. Ils ont fait un village, ils ont mis une église, et il y a eu beaucoup de... Alors, ils faisaient du maïs pour les bêtes, bien sûr. Mais ils faisaient du maïs et chocs pour vendre en ville. Alors au marché, vous trouvez des chocs, comme vous trouveriez ici, je ne sais pas, des œufs. Ah oui, et oui. Alors moi, j'allais manger beaucoup, petite, des chocs. Et votre papa, il faisait quoi alors à Pioué? Il avait une épicerie, votre papa? Ah, mon papa, il était épicier. Alors moi j'avais lu un bouquin de Monsieur Gombert là, qui était sorti dans les années 90 je crois sur Pioué, et ça m'avait toujours intéressé cette histoire, hein, parce que c'était quand même donc une création dans l'hémisphère sud, une création d'une fondation française et la seule dans l'hémisphère sud qui quand même a dépassé les 15 000 habitants, donc c'est quand même, je crois qu'on est à 20 000 ou pas loin, donc ça a marché. Et l'Aveyronais, pour moi, il dépasse pas Requista. Eh ben non. L'Aveyronais, quand il prend son élan, il peut sauter un océan. Alors, attention, hein, il faut le replacer dans un contexte. Hein. Et donc, ce 19e siècle, le phylloxéra, peut-être aussi les restes de la guerre, ces familles nombreuses, cette terre aveyronnaise qui peut pas nourrir tous ses enfants, et cet aventurier de Clément Cabanette, qui propose un truc d'aller cultiver une terre qui ressemble à l'Aubrac. Il y a juste un petit souci, bon, il y a 14 000 kilomètres, ils n'ont jamais vu la mer, ils ne savent pas nager, parce que l'Aveyronais nage comme une clé anglaise. Nous, on est c'est le grand vert, c'est pas le grand bleu. Et vous vous rendez compte, ils sont partis sur un bateau, sur une carte qui leur disait rien, carte géographique, et qu'est-ce que vous voulez voir de l'Argentine? Et ils ont rassemblé leurs dernières économies, et ils avaient droit de prendre un meuble, je crois, et tant de mètres cubes en fait sur le bateau. Et ils sont partis, ils avaient vraiment tout mis là-dedans. Hein.
Qu'est-ce que vous en savez, vous, des motivations de vos arrière-grands-parents? Voilà, c'était mes arrière-grands-parents. Ils sont partis, en fait, je crois que c'est 1887, leur voyage. Ils sont partis alors qu'ils venaient d'avoir leur premier enfant. Ils devaient avoir 2 mois et demi, leur premier enfant. Et donc, ils sont partis parce que ici, ils n'avaient plus rien. Enfin, ils avaient faim. Ils n'arrivaient pas à travailler la terre. Et donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc, ils se sont décidés à partir et à prendre, le vélo peut-être, ou une petite valise avec ce qu'ils avaient. Et puis voilà, ils sont partis à l'aventure. Et donc, ils sont partis, ils n'avaient rien. Donc, ils sont arrivés là-bas. On leur a loué, je crois, 200 hectares à leur maison. Ils ont creusé le sol. Et ils ont fait avec de la boue séchée. Maman nous l'a assez raconté, de la boue séchée avec de la bouse de vache pour arriver à faire quelques murs. Mais la maison était creusée moitié dans le sol et moitié surélevée avec de la bouse de vache. Voilà leur première maison. Et donc, ils ont vécu comme ça quelque temps, le temps de ramasser un peu d'argent pour pouvoir se construire un petit peu mieux. Voilà, donc c'était des gens quand même qui étaient très rudes au travail. Oui, il avait René opiniâtre. Et ça, c'est sa grande qualité, hein, qu'il soit parti limonadier à Paris avec les autres bougnats auvergnats. Ils ont travaillé dur. Et donc, finalement, j'allais presque dire, c'était peut-être pas si dur que ça, parce que la terre, il savait la retourner. Ce qui pouvait être dur, c'est d'avoir perdu un peu de pays, d'avoir laissé de la famille, et de se dire que pour revenir, il fallait avoir un peu de sous, et puis il fallait affronter encore l'océan. Enfin bon, bref. Et puis surtout, s'il fallait revenir, il fallait revenir en ayant réussi. Et peut-être combien sont-ils ceux qui sont restés dans le port de Buenos Aires, un peu à mendier, un peu pour revenir comme ils pouvaient d'un voyage qui était pour eux un échec. Ça n'avait pas pris. Pourquoi? Mauvaise récolte. Voilà, ils n'ont pas su faire. Et certains passaient des nuits sous cette espèce de trou, de tôle ondulée. Ils avaient creusé un trou, mettaient une tôle au-dessus, et puis ils dormaient comme on s'enfonce dans la terre, quoi. Hein. Donc, vraiment des conditions. Et puis, chaque train qui arrivait dans cette petite gare de rien, une gare d'enfants, de jouets pour enfants, ils espéraient tous, ceux qui étaient là, que des femmes arrivent. Parce que des hommes, ils voyaient que des hommes. Puis ils attendaient des femmes pour faire famille, pour faire enfant. C'était toute une histoire, pour faire école, pour faire cité. Alors, petit à petit, ça a marché. Et ils ont construit, quelques années après, une église, sur le modèle de l'église de Lourdes, ce qui me fait dire que c'est un miracle. C'est un miracle. Mon arrière-grand-père est revenu pour faire la guerre en 14-18. Et puis de nouveau, il est revenu un peu plus tard pour finir donc ses vieux jours à Rodez et se retrouver trempé dans la guerre. Mais bon, ça. Et donc, oui, je pense que lui, oui, ils avaient envie de venir finir leurs vieux jours en France, placer leurs sous en France et terminer en France pour retrouver leur famille. Bien que mon grand-père, mon arrière-grand-père, il était orphelin. C'était un enfant qui n'avait pas de famille. Hein? Et vos grands-parents ne se sont jamais posé la question que de rentrer avec eux en France? Leur vie était installée à Pigoué? Ah oui, eux, ils avaient le commerce. Non, ils vivaient là-bas, ils avaient tout le monde là-bas. Non. Ma grand-mère, hein, ils ont été 4 de famille. Hein. Donc, elle avait ses frères et sœurs là-bas, donc non, elle ne voulait pas rentrer. Alors qu'elle n'a que 12 ans, en 1939, Juanita Munguia embarque avec sa maman pour sa première traversée de l'Atlantique. Toutes deux venaient au chevet de la grand-mère de Juanita, malade. Leur traversée durera plus d'1 mois. Arrivées en Rouergue, elles apprennent que la mamie est décédée 3 jours plus tôt. Avant même qu'elles ne puissent se retourner, la Seconde Guerre mondiale éclate sur le sol européen. Les frontières se ferment, les voilà bloqués à Rodez, sans papier. Le papa et les frères de Juanita sont restés à Pigoué. Ils n'ont aucun moyen de communiquer. Son père en mourra de chagrin. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, mère et fille restent à Rodez. Juanita est tant bien que mal scolarisée jusqu'à l'arrivée des Allemands dans la ville. Là, elle débute un apprentissage chez un photographe ruthénois, et tandis que s'achève la guerre en 1945 et que s'ouvrent enfin les frontières,
Juanita rencontre celui qui deviendra son époux et lui donnera la nationalité française. Elle laisse sa mère repartir seule en Argentine retrouver ses frères. Jeanne, devenue hagard, vivra à Rodez toute sa vie. Oh, aime-moi, mon ami. Aime-moi en bateau. Alors, vous savez que à ce moment-là, j'avais 15 ans, et alors je trouvais le talon au bateau, c'est très joli, mais vous voyez que la mer et le ciel. Alors, je disais vivement qu'on arrive en France, que de ce pays comme ça lointain. Eh oui, oh oui. Et alors toute ma famille est restée là-bas. Et papa aussi. Il n'aimait pas voyager. Alors il ne voulait pas venir. Alors il est décédé. Sa femme était ici, ma maman était ici. Mais quand vous êtes arrivé, après, vous ne pouviez plus repartir avec le grand-père. Oui, c'était alors, la guerre. il y a eu la guerre. La vie de maman a été mouvementée, mais je pense que celle de ma grand-mère, elle a été aussi. Puisqu'elle a laissé ses enfants, son mari, qu'elle n'a pas retrouvé, puisqu'il était décédé quand elle est revenue. Et elle a été tiraillée entre les enfants qu'elle avait là-bas et ma mère qui était ici. Il a fallu qu'elle choisisse. Et donc, alors mes oncles qui étaient jeunes à l'époque, l'aîné avait 16 ans peut-être. Après, il y avait maman, et après, il y avait mon oncle, parce que d'abord, les voyages étaient chers aussi. Et puis effectivement, comme a dit maman, laisser une fille, non, on ne laissait pas les filles. Les garçons, oui, on pouvait les laisser parce qu'ils pouvaient se débrouiller, mais les filles, non. Donc elle a préféré prendre ma mère, et puis elle partait, mais elle voulait revenir de suite, elle ne voulait pas rester en France, au départ. Elle voulait juste aller voir mon grand-père qui était en difficulté, puisque ma grand-mère était mourante, mais elle ne voulait pas y rester, elle serait restée le temps de régler les affaires courantes, puis elle revenait avec mon grand-père, ça c'était sûr, mon arrière-grand-père. Et donc, ça s'est présenté comme ça. Mais en fait, bon, l'histoire en a voulu autrement. Dès que la guerre a été finie, ma grand-mère a repris le bateau pour revenir, en laissant ma mère avec son mari. Jeanne Agar y retournera avec son époux pour leur voyage de noces. Après avoir gagné un loto, elle économise pour le voyage d'une vie. Ce sont ses premiers pas à Pigoué, qu'elle avait quitté à 12 ans. Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes reparti à Pigoué? Quand vous êtes revenu On a été en à avion. Pigoué? Hein? Oui, c'est ça. Et alors, pour montrer à mon mari où j'étais né, il me le dit demander toujours, j'aimerais connaître quand même où tu es né. J'ai dit, on va y aller, mais en avion. Alors on a économisé parce que le prix d'avion, je ne vous dis pas, on a économisé pendant un an pour avoir le voyage aller-retour. Mon mari me disait aller-retour, pas seulement aller. Lui, il a quitté la France, ça lui faisait drôle. Moi, j'aurais été en bateau, de nouveau. Mais il faut compter un bois de bateau. Pour aller à Pigoué, un bois de bateau. Et oui, quand j'étais enfant, que j'allais à l'école, j'avais des copines, plein de copines. Quand j'y suis revenue, je l'ai fait mettre sur le journal de Pigoué, parce que je suis toujours en contact avec les journaux de Pigoué. Alors je lui ai fait mettre sur le journal à Pigoué que Mademoiselle Jeanne Monguille, au lieu que je m'appelle Agar, avec le mariage, j'ai dit, ils ne comprendront pas. Comment faire? On va aller la chercher en avion, on va aller la chercher simplement à la descente d'avion. Je vois tout un tas de gens à la descente d'avion. Je dis, maître, il va y avoir un ministre dans l'avion, et tu tombes mal. Bon, quand je suis descendue d'avion,
tout ça m'a sauté, la famille, les cousins, tout ça m'a sauté au cou. Et oh, attention, oui. Oui, pendant un bon moment. Puis alors les autres gens, le maire, tout ça, madame, on vous a préparé un vin d'honneur. Vous venez au vin d'honneur. Bon, j'étais au vin d'honneur. Quand j'arrive au vin d'honneur, il n'y avait pas 10 personnes. Il y en avait 30. Oh, mon Dieu! Et alors, évidemment, tous ces gens où j'avais été à l'école, que je leur avais dit qu'en France, ils pouvaient venir, que les Français étaient très gentils, et que moi, je les recevrais, si toutefois, ils ne savaient pas où aller. Ils ne prenaient pas un voyage organisé. Ils venaient tout seuls, ce serait meilleur marché. Et alors ils venaient chez moi. Mais ils les recevaient comme des rois. Alors il n'en vient pas beaucoup. Mais il a passé un moment, il se l'était dit, tu iras chez Jeannette, tu recevras. Et je les recevais, et mon mari, qui était reporter photographe, les prenait en voiture pour leur faire visiter ici les paysans et Rodez. Quand il y avait des gens qui recherchaient leur famille, Ah oui. tu t'en es occupé aussi. Cherchais. C'était dans des petits coins à la campagne. Oh, aussi c'est petit. Hein? Et les paysans, c'est très vite de trouver. Alors, ils avaient l'adresse, l'adresse qu'ils écrivaient. On voudrait les retrouver, mais il n'y a pas de problème. Je cherche sur l'annuaire, je trouve leur nom et leur numéro de téléphone, je téléphone. Vous êtes monsieur et madame Abel? Oui. Et alors, je leur explique. J'ai dit, vous avez de la famille qui est arrivée d'Argentine et sont embêtés par le pas français. Et j'ai dit, je voudrais quand même vous rencontrer. Et alors, elle a dit, bien, venez-les. Après, elle est allée plus loin, puisque quand elle est repartie en 69 à Pigoué, elle est allée chercher une pierre de la maison du fondateur de Pigoué en 1884, Clément Cabanette, né à Ambec, dans un petit hameau près de Saint-Côme. Et elle a eu cette idée d'aller chercher une pierre avec l'ancien maire pour aller la mettre dans le monument Clément Cabanette qui est à Pigoué depuis le début du XXe siècle et d'aller le loger là comme pour elle c'était un acte aussi fondateur ou de refonder quelque chose par cette lettre que le maire de Pigoué a lue, la lettre du maire de Rodez à l'époque Boscari qu'il a écrit pour le maire de Pigoué, et de mettre ce caillou qu'elle est allée chercher. Moi, ce sont je sais pas moi, des capitaines de navires, ça. Voilà, donc ça, rien que pour ça, effectivement, enfin pour tout ça, elle mérite effectivement d'avoir la reconnaissance de Rodez, et plus que la reconnaissance, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas. Je pense qu'elle a côtoyé beaucoup de monde en étant au magasin. Et donc, je pense qu'elle a cette approche, je ne trouve pas les mots pour l'expliquer, plus générale, plus globale que sa propre histoire. Oui, puis elle savait peut-être qu'elle revenait à Pigoué, qu'elle avait laissé depuis 1939, donc 30 ans après, qu'elle allait retrouver des gens qu'elle n'avait pas revus, et puis elle avait envie, puisque c'était une création avéronaise, qu'elle, installée à Rodez, donc en Rouergue, qu'elle puisse alerter le maire de Rodez, qui avait eu cette histoire, et parce que c'était un peu oublié, hein, je crois, donc elle a ravivé ça, et de dire il faut faire quelque chose pour cette histoire, monsieur le maire.
Ah bon, mais nous, on ne savait pas, dit M. Boscari, on avait oublié cette histoire-là. En 1884, ils ont le droit de l'oublier. Et puis la guerre aussi elle avait élargi l'océan, la guerre. Ah oui. Donc, et Boscari, et sur les images, M. Agar, donc, qui était reporter avec sa petite caméra, et on voit bien que le maire Boscari voit quand même qu'il y a un côté là historique de cette chose-là, et donc fait une lettre, donne des petits cadeaux, et tout ça franchit l'océan, non plus par bateau, mais par avion. Quand ils sont passés à la douane aussi, la douane a fait crise mine quand ils ont vu la grosse caméra de papa, parce que c'était pas une petite caméra comme maintenant, c'est une grosse caméra qui prenait des valises exprès, c'était des valises exprès capitonnées. Donc il avait tout un tas de bagages qui suivaient, qui étaient à la soute de l'avion, qui quand même a suscité l'intérêt de la douane, qui les a gardés quand même un long moment. Il a fallu tout déballer, expliquer, sortir les papiers. Et là, ils ont découvert que maman avait la double nationalité. Et donc là, ça passait plus. Donc ils sont restés 3 jours à l'aéroport, coincés, jusqu'à ce que ses frères, à elle, qui étaient restés là-bas, ses frères viennent et attestent que c'était bien, elle était bien leur sœur et que ils ont sorti tous les livrets de famille, tout ce qu'ils ont pu trouver pour les faire sortir de là, parce qu'ils étaient coincés en douane. Ils ne voulaient pas laisser passer. J'ai envie de dire, mais qui aurait pu l'empêcher, de toute façon? Ah oui, là, je crois que non. Elle y serait arrivée jusque là-bas. Ah oui, oui. Elle voulait faire, c'était effectivement un acte politique, vous avez raison. Hein. Et après, en 1984, on a fêté le centenaire. Et là, les édiles aveyronnais, députés et maires de Rodez ont décidé de faire un avion rempli de 300 Aveyronnais et puis d'aller voir là-bas qu'est-ce qui restait. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des Aveyronnais qui étaient de l'autre côté de l'océan. Est-ce que c'était à ce propos-là où le président argentin? Non, c'était pas là. C'était quelques années après. C'était après. Quelques années après, effectivement, le président Raúl Alfonsín est venu et votre maman a servi de traductrice. Tout à fait. Incroyable pour pour un bout du discours. Un bout de discours. Ouais. Elle a traduit. Et après, le président Mitterrand, donc, a rencontré donc son homologue argentin et il est venu à Pigoué où il a rencontré donc l'amicale. Enfin, il y a une amicale qui a toujours été très forte. L'Aveyronnais, si vous voulez, quand on lui arrache les racines, il les replante dans un autre terroir. Mais après, il continue à tuer le cochon, il fait de la saucisse, et puis il y a un accordéon qui est là, il se remet à danser, et à un moment, le soir est tombé, et il a l'illusion, en fermant les yeux, qu'il est à Saint-Côme, qu'il est peut-être donc vers Saint-Félix-de-Lunel, et puis après c'est des palmiers, c'est ces grandes étendues, oui, mais pendant un moment on a communié, et ça aide à se réchauffer au petit feu aveyronnais, et ça aide à tenir une vie, une génération d'expatriés. Ils ont mangé les farceaux de grand-mère, ils ont parlé patois, entre eux, à l'époque. C'est courageux, hein, parce que c'est vrai que... on ne sait pas comment on aurait réagi, nous, toujours, évidemment, dans ces histoires-là, de monter sur un bateau, de vomir toute sa bile, de tenir l'Occitan et le prêtre aveyronnais qui était venu sur le bateau et qui aidait ces familles à tenir le coup, parce que là, il y a la foi, il y a la langue, le terroir et les 3 photos qu'on a prises qui servent à faire la traversée et à tenir le coup. Puis après, une fois qu'on est à Buenos Aires, on est un peu mis... comme à New York, à Ellis Island, c'est-à-dire qu'on est un peu décontaminé, là, hein, on ne vous lâche pas comme ça parce que vous amenez des maladies et des machins. Et après, vous montez sur une espèce de truc qu'on appelle le train. Et puis après, vous traversez une étendue où il n'y a personne. Et puis non, puisque c'est vous qui êtes dans le train, qui allez être ces gens qui vont peupler l'horizon. Bon, l'horizon, ça peut faire peur, hein, parce que c'est le grand vide là-bas. Eh bien non, d'autres Aveyronnais y étaient, 2 ans avant, et on arrive petit à petit à faire que c'est possible. L'Aveyronnais est opiniâtre. Il ne part pas, il s'absente, et il peut s'absenter longtemps, mais vous voyez, il reste, et il continue encore aujourd'hui, c'est ça qui est magnifique, à faire qu'on fait encore de l'aligot. Il y a encore donc le français qui est appris jusque dans les classes de, je ne sais plus, 4e, 5e, là. Et du coup, alors, il reste chez les vieilles personnes, évidemment. Mais le maire de Pigoué,
Gustavo Notararigo, ben lui, sa famille, je crois que c'est sa maman qui est avéronaise, donc lui, il comprend ce que c'est que la distance et ce que c'est que l'Aveyron. Comme il le dit lui-même, c'est un autre canton. Pigoué est un autre canton. Donc c'est une aventure, ça, je sais pas, moi j'aimerais bien en faire un film. Hein. Je verrais bien Jeanne jouée par une actrice et je verrais bien un vieux bateau, un vieux rafio et je serais heureux de raconter ça. Voilà, de voir ça sur un écran. J'étais bien heureux déjà d'avoir fait le film, mais ah ouais, vraiment une histoire comme on en rencontre pas beaucoup dans une vie de guide conférencier ou de conteur du patrimoine. Ah, je dis bravo, ouais. Bravo. Comment est-ce qu'elle a accueilli le film ? Avec comme un grand soulagement en fait. Enfin, on allait pouvoir perpétuer ce qu'elle avait vécu, perpétuer ses souvenirs. Oui, un grand soulagement. Vraiment très, très heureuse, comme un aboutissement, comme quelque chose de enfin. Voilà, elle pouvait partir maintenant et l'histoire allait être connue. Nous, quelle chance, quand on a filmé Jeanne, elle avait cette mémoire incroyable. Alors ça s'est un peu étiolé, parce que dans quelques années, elle aura 100 ans. Oh, mais quel voyage, c'est aussi un grand océan qu'elle traverse. Parlez-vous un petit peu argentin, dites-nous quelque chose en argentin, qu'on entende un peu le pays. Oui. Et muchas gracias de esta intervention. Qui regardait un souvenir de Pigoué. En el cielo, dans le ciel, les étoiles. Ah oui. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho la República Argentina. Vous n'avez pas compris? Dites-moi la traduction. Oui. Dans le ciel, les étoiles. Dans les champs, les épines. Les épines. Et bien, au milieu de mon cœur, la République argentine. Merci beaucoup. Oh, avec plaisir. Vous en ferez quoi? Alors, c'est une émission de radio que je fais. C'est un documentaire sur toute l'histoire de Pigoué. Parlez d'un... Oui, de Jeannette Agar. Ah, maintenant que je suis mariée. Et photographe. Oh, tout le monde me connaît. Et alors, tu leur dis que je suis âgée, mais que je me porte bien. Et que je n'oublie pas Pigoué. J'y pense toujours. Et muchas gracias de cette intervention. C'est la fin du 2e épisode de cette série de Finta consacrée à l'aventure migratoire des 162 Aveyronnais de Pigoué, en Argentine. Quelques semaines après notre enregistrement, au début de l'été 2023, Jeanne Agar est décédée. Elle avait 96 ans. Je tiens une nouvelle fois à remercier très chaleureusement sa fille, Anne Charbonnier, et Jean-Philippe Savignoni qui ont permis cette rencontre, et au personnel de la maison de retraite où résidait Jeanne Agar de nous avoir ouvert les portes pour l'enregistrement. On se retrouve pour le 3e et dernier épisode dans lequel se croisent celles et ceux qui entretiennent encore aujourd'hui le lien entre l'Aveyron et Pigoué pour que vive cette mémoire. Quand on a dit qu'on partirait en Amérique du Sud, il faut qu'on aille à Pigoué, il faut voir ça. Il est encore temps d'écouter le premier épisode de la série si vous l'avez raté, dans lequel je reviens avec mes précieux témoins sur l'histoire même de cette folle aventure sans retour dans laquelle se sont embarquées ces familles aveyronnaises, engluées dans la misère et prêtes à tout jusqu'à traverser l'Atlantique sans savoir ce qui les attendait à l'arrivée. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement l'accordéoniste Sylvie Pulès qui m'a gracieusement autorisé à utiliser des extraits de son tango argentin en hommage à l'histoire aveyronnaise de Pigoué dans ces épisodes de Finta. Si vous appréciez Finta, parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes, c'est le meilleur soutien que nous puissions recevoir. Finta est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast.
Retrouvez tous les épisodes ainsi que les ressources bibliographiques sur fintapodcast.fr. Et pour suivre Finta au quotidien, rejoignez-nous sur Facebook ou Instagram. À très bientôt.